It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Because you can sell a bag of cocaine one time to a child 5 to 10 times a day. How long have you been doing this? 12 years now. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? Il y a bien des réseaux Oui, en France. oui, je vais vous apporter quelques éléments. Je crois qu'il faut envisager à ce moment-là, quand on parle de réseau, sous l'angle économique. Parce que c'est un marché lucratif. Hein, les cassettes Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Les Movies? cassettes avec mort d'enfants réels. Mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une instruction en cours. Mais voilà. Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mercredi 20 septembre 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Table Ronde. C'est le 6e épisode et ce soir nous allons aborder le film Son of Freedom et plus largement on va se poser la question une victoire contre la pédocriminalité point d'interrogation et on va donc traiter ce sujet avec deux invités dont Debamos et Santa Depuis qu'on accueille dans quelques instants. Pour introduire le film Son of Freedom, c'est un long métrage de fiction qui est inspiré de l'histoire plus ou moins vraie de Tim Ballard, ancien agent de la sécurité intérieure des États-Unis, qui a fondé en 2013 la plateforme Opération Underground Railroad pour lutter contre le trafic d'enfants en Colombie. En puisant dans les rapports de mission que Ballard a retranscrits dans différents ouvrages, Son of Freedom raconte comment l'activiste a démissionné de son poste d'agent spécial pour se lancer dans une mission visant à sauver les enfants des cartels latino-américains et des réseaux de traite des êtres humains. Donc ce film est sorti le 4 juillet dernier aux États-Unis. Le film a eu un succès retentissant. Il s'est même hissé à la première place du box-office américain devant Mission Impossible. Il cumule déjà des dizaines de millions d'entrées en quelques semaines et se fait même un écho dans la presse française. Les médias français accueillent ce film de manière assez critique avec des titres comme porté par les adeptes de QAnon, ce film Son of Freedom fait un carton pour Courrier International. Son of Freedom, le film à succès qui réjouit les complotistes américains dans Télérama, ou encore Son of Freedom, Mormon, héros de la droite américaine, qui est Tim Ballard, dont l'histoire a inspiré le film pour le 20 minutes. Des articles donc à charge qui n'apportent que peu de nuances et tentent de le discréditer, de le décrédibiliser avec des analyses caricaturales. Face à cet écho médiatique assez critique de la presse mainstream, c'est un écho enthousiaste, voire exalté, que Son of Freedom a reçu dans les médias indépendants et sur les réseaux sociaux. Son of Freedom est censuré
Je cite un internaute, « Son of Freedom est censuré, cette histoire vraie doit être connue du grand public », titre Le Grand Réveil. Ce film montre une grave problématique contemporaine et mondiale. Il est courageux de souligner cette mafia et la mettre en évidence en plein écran, dit Karine sur Sens Critique. Ou encore, ce film a reçu un coup de pouce de l'ancien président Donald Trump. Et Elon Musk aussi a quant à lui publié un tweet qui proposait de diffuser le film gratuitement sur Twitter. Enfin, un troisième son de cloche apparaît progressivement au cours de l'été. Certains alerteurs, médias indépendants, journalistes citoyens posent des questions sur ce film qui est sous le feu des projecteurs et qui alimente toutes les passions, tous les excès. Je cite, « J'ai quelques éléments me permettant de croire que Timothy Ballard et l'organisation Underground Railroad font partie d'une opération psychologique qui vise à détourner le regard des réels responsables impliqués dans le trafic d'humains, dit ICTV. » Une autre citation, Timmy Ballard, ex-agent antiterroriste de la CIA et du DHS, de George Bush, de Barack Obama et de Donald Trump. Timothy Ballard, le héros du film Son of Freedom, est un escroc qui trompe le monde depuis toujours, dit Alain de Corse sur Telegram. Carlos Slim, intime des pédophiles Clinton, premier sponsor du film Son of Freedom, fiction qui transforme Tim Ballard, un éternel agent du gouvernement américain, en héros de la lutte contre la pédophilie, nous apprend encore Nina sur Telegram. Donc, que penser de ce film qui fait tant de bruit? Pour se faire un avis, quoi de mieux que d'aller le visionner personnellement, hein? Cela sera possible partout en France à partir du 15 novembre. Carl Zero a annoncé cela il y a quelques jours sur son compte Twitter. La table ronde de ce soir, donc avec Donde Bamos et Santa Dupuis, avec vous deux, donc deux figures engagées depuis des années pour la protection des enfants et aussi là pour nourrir la réflexion sur ce sujet si sensible et qui n'a jamais été autant d'actualité. La réalité, c'est que les enfants sont très vulnérables à l'exploitation sexuelle, ils subissent la pédocriminalité et aussi le trafic d'organes. Selon l'OIT, 1,39 million de personnes sont victimes de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et 40 à 50% d'entre elles sont des enfants. Certains estiment que l'esclavage des enfants représente un marché d'environ 150 milliards de dollars par an, mais nous savons que ces chiffres sont bien pires car très difficile d'avoir une photographie de cette réalité morbide. Alors, au-delà de ce débat sur le film Son of Freedom, espérons qu'un véritable éveil des consciences se fasse mondialement au sujet de la traite des humains et particulièrement des réseaux pédocriminels protégés par les élites. C'est donc un des objectifs de cette table ronde, car évidemment, les médias dominants ne vont jamais en parler. C'est donc à nous, médias indépendants, de le faire. Cela nous concerne tous. Voilà, donc sans plus attendre, j'accueille tout d'abord Santa Dupuis. Bonsoir Santa. Bonsoir Akina, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présente pour cette table ronde sur un sujet qui nous tient à cœur au Front Médiatique, qu'on a traité à de nombreuses reprises, et une invitée qu'on a eu la chance d'accueillir plusieurs fois aussi ce soir qui est présente, donc c'est Donde Bamos. Bonsoir Donde. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présente. Donc, la soirée va se dérouler en deux temps, hein. Je vais d'abord vous poser 2-3 questions préliminaires, puis ensuite, il y aura le temps de table ronde, où vous aurez environ une demi-heure, environ, hein, on n'est pas à la minute, pour pouvoir aborder chacune à votre tour mais le sujet de ce film, hein, Son of Freedom, mais au-delà de ce film, les enjeux autour de ces réseaux pédocriminels. Et je vous laisserai rebondir chacune à tour de rôle après vos interventions. Et dans une deuxième partie de l'émission, on laissera la place aux internautes. C'est important pour nous, en tant que médias indépendants, de faire participer les auditeurs à nos émissions, contrairement aux médias dominants qui laissent les citoyens de côté. Et donc, vous aurez environ 20 minutes, une demi-heure à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas tout au cours de l'émission à poser vos questions. Je les relèverai dans la mesure du possible pendant chacune des interventions de la table ronde. Et comme ça, à la fin, Santa et Donde pourront répondre à vos questions de la meilleure des manières possibles. Donc, rapidement, les questions préliminaires. Donde et Santa, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune à tour de rôle rapidement et dire aussi quelle est votre légitimité à vous exprimer autour de la pédocriminalité ce soir? Donde, je t'en prie, tu peux commencer. Alors, bonsoir à tous. Du coup, moi, j'étais journaliste. Je me suis retrouvée à travailler sur des dossiers liés à des réseaux pédocriminels quand j'étais en Belgique. C'était il y a plus de 10 ans. Et de là, en fait, je me suis retrouvée à travailler sur des dossiers en France qui touchent ou pas à des réseaux, mais en tout cas à la pédocriminalité. Et à suivre aussi la réaction des autorités par rapport à ce problème. Donc je rigole quand je vois une nouvelle campagne de l'État. J'ai eu aussi pas mal de gens qui sont venus me voir pour me parler de comment fonctionne le système, de ce qu'ils ont vécu. Voilà.
Merci beaucoup, Dondé. Santa, je t'en prie. Ça va, ça va, d'accord. Ok, donc voilà, je suis journaliste santé. J'ai surtout parlé des vaccins. À ce titre, j'ai projeté pas mal de films. J'ai fait pas mal d'événements qui ont quasi tous été censurés. Là, je parle quand même de 90% de taux de censure. Donc, ça m'a fortement interpellée, l'histoire de ce film qui tout à coup a un succès retentissant. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'agenda global. Je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui sans vraiment se pencher sur le phénomène de la pédocriminalité et de toute la manière dont ça tient en fait on va dire la gouvernance mondiale. Donc voilà, particulièrement aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai publié un article aussi pour aller chercher effectivement, essayer de démêler qu'est-ce qui était le vrai du faux, quels étaient éventuellement les agendas qu'on allait pouvoir pousser voilà, à la suite de ce film, entre guillemets. Voilà. Vous m'entendez cette fois ou pas? Ouais, Super. super. Franchement, trop bien. C'est ça qui se passe. Merci Allez, beaucoup, Santa. Ok. Merci On beaucoup croise les pour doigts. votre patience. Ouais, c'est ça. Merci aux internautes. On coupera les problèmes techniques au montage. Hein, donc, si vous regardez le podcast, vous n'aurez pas eu les 15 minutes de problèmes techniques. Une dernière question préliminaire dans Bamos. Pourquoi fais-tu le choix d'intervenir de manière anonyme ce soir sur le front médiatique? Oui, bah alors parce que bon, pour plusieurs raisons, notamment que j'ai fait cette promesse-là. Ensuite, que je voudrais quand même pas faciliter trop le travail de ceux qui cherchent à savoir qui je suis, où je suis, etc. Parce que quand même, les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, il y en a certains qui n'ont pas gardé un très bon souvenir. Voilà. Et en tout cas, ils sont nombreux, donc je préfère pas trop prendre de risques, en fait. Voilà. Super. Mais merci beaucoup pour ces questions préliminaires et ces réponses en particulier. On va se lancer dans le cœur de la table ronde. Et donc, Santa, je te laisse commencer cette table ronde. Merci encore à toi d'être là. Oui, alors voilà, je voudrais d'abord dire quelque chose avant d'oublier. J'ai écrit un article critique sur ce film, c'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être ce qu'on appelle, enfin voilà, c'est peut-être un appel à aller regarder ailleurs, on va dire. Donc pour moi, il y a d'autres films qui sont nettement plus importants à voir, mais cela dit, je ne décourage pas les gens d'aller le voir. Je pense que si, en particulier les gens qui se sont jamais intéressés au sujet ou qui n'ont pas encore eu le courage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont pas la force, que c'est un sujet trop difficile. Donc voilà, je veux pas du tout les décourager de voir le film. Je pense que de toute façon, on doit toujours voir avant de discuter. Et voilà. Et Karl Zero a toute mon admiration pour le boulot qu'il fait. Donc je suis pas ici pour le dénigrer, pour critiquer toutes les personnes qui font des efforts pour que ce film puisse être vu, que ce soit bien clair. Je sais pas si c'est clair. Cela dit, en tout cas, et je pense que la situation peut-être être différente aux États-Unis et en Europe. Pour ma part, déjà, un film que ce soit aux États-Unis ou en Europe, un film qui, soi-disant, est censuré et puis tout à coup, il cartonne, il passe numéro 1 à sa sortie devant Indiana Jones. On en parle partout sur CNN, sur Fox News, etc. Enfin bon, sur tous les grands médias. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un miracle tout à coup. Ah mon Dieu, l'opinion publique, enfin voilà, les journalistes se sont rendus compte de l'importance du sujet. Je veux dire ça, j'y crois pas une seconde. Moi, j'ai essayé de passer le film Vaxxed. J'ai essayé de passer le film Vaxxed en Europe, au Parlement européen, dans plusieurs pays. Je peux dire que on a été censuré à tous les coups. Et que jusqu'à ce jour, que ce soit le film Vax, tous les films que j'ai essayé de passer sur la vaccination, j'ai aussi passé les films sur la comparaison entre Plus jamais ça, la série Plus jamais ça, la comparaison par exemple entre la montée du nazisme et ce qui s'est passé récemment depuis la pandémie, tout ça, je veux dire, systématiquement, j'ai été censurée, pas que moi, c'est tous les gens qui ont voulu le faire dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis, etc. Donc le film a eu une grande carrière, mais certainement pas dans les salles de cinéma. Là-bas aux États-Unis, malgré le fait qu'à l'époque, De Niro et Robert Kennedy avaient vraiment soutenu le film.
Donc voilà, je veux dire, Robert Kennedy, puisque je le connais bien, lui, il a publié un bouquin sur la pandémie qui a fait plus d'1 million de copies en l'espace de 3 mois. Il n'a jamais eu, jusqu'à ce jour, c'était il y a 2 ans, une seule ligne dans aucun média mainstream, aucun journal, pas un article. Il y a eu 15 minutes sur Fox News. Voilà, après, on peut discuter de Fox News. Mais en tout cas, donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, il est toujours censuré. Donc là, j'y crois pas du tout. Question censure, le fait que ce film est, entre guillemets, passé la censure, c'est absolument, pour moi, ça ne tient pas debout. Voilà. Après, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que finalement ce film a un tel succès. Alors là, je pense qu'il y a plusieurs raisons possibles. Pour moi, une des raisons, c'est probablement du fait que on parle quand même énormément de il y a beaucoup de témoignages de pédocriminalité ces derniers temps, vraiment énormément. Il y a aussi toute l'affaire Epstein qui n'est pas terminée. Alors, on n'en parle absolument pas chez nous. Mais aux États-Unis, on a quand même des gros noms qui ont commencé à sortir, parce qu'on n'a rien dit. On a juste parlé des jeunes filles voilà, qui avaient été abusées. On n'a pas parlé des enfants. Et surtout, on n'a pas parlé de tout le réseau de chantage qui a été mis en place, de la collaboration d'Epstein avec la CIA, avec Bill Gates, avec sont nommés également maintenant dans le dossier Sergey Brin de Google, Jamie Dimon de la banque JP Morgan. Donc, il y a quand même des très, très gros noms, je veux dire, de la gouvernance internationale et américaine qui sont cités dans ce dossier. Chez nous, hop, Jean-Claude Brunel assassiné, pendu, il s'est pendu dans sa prison en France, etc. On n'en a pratiquement pas parlé. Donc, je pense qu'à mesure où on va dire, il y a des choses de plus en plus gênantes sur les vraiment gros dossiers. Bon, bah, tout à coup, Sound of Freedom, oui, mon Dieu, on parle du sujet, mais ça se passe quand même au fin fond de la Colombie. Donc, c'est un petit peu, oui, le début, 5 minutes, c'est ce qui se passe aux États-Unis. OK, il y a des types qui regardent des images aux États-Unis, mais toute l'histoire se passe quand même en Amérique du Sud. Alors qu'il suffit de traverser la rue, clairement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour aller trouver des réseaux de pédocriminels, quoi. Donc voilà, ça, je pense que c'est déjà au-delà du fait de qui est Tim Ballard, etc. Je pense pas qu'il soit nécessaire de passer toute l'émission à discuter de ce bonhomme, mais ça, pour moi, ce sont les éléments fondamentaux. Alors, il y a encore aussi derrière, peut-être, il y a toujours l'idée de se dire, OK, à qui, entre guillemets, profite je ne veux pas dire le crime ici, puisque c'est quand même une bonne chose que le film sorte, mais on voit quand même que du côté, effectivement, comme ça a déjà été nommé dans ton introduction, du côté des financiers, c'est quand même assez louche. C'est beaucoup de gens qui sont justement cités déjà dans on va dire, une certaine mafia, voire dans du trafic d'êtres humains. Et puis, bon, il y a aussi à quoi cela peut évidemment servir. N'oublions pas qu'il y a tout un agenda de surveillance qui pointe son nez là en ce moment. Alors, bon, bien sûr, les gens ont crié oui, c'est parce on veut pucer les enfants, etc. Alors, les gens qui ont fait le film, les acteurs, Tim Ballard, etc., ont dit mais jamais, etc. C'est tout à fait contraire à nos principes. Je pense la puce, c'est un peu un épouvantail, mais derrière, il y a toute une série de politiques avec des programmes de surveillance qui pourraient tout simplement être mis en place avec d'une part des instruments de biométrie, d'autre part de tout ce qui est l'identité digitale, l'identité numérique, le passeport numérique, le portefeuille numérique, etc., qui sont bien là aussi. Et puis, on voit que bon, bah, l'association vers laquelle il renvoie, le National Center for Missing and Exploited Children,
donc où on va dire les producteurs du film renvoient que pour soutenir, etc., pour lutter contre le trafic d'enfants, bah, c'est des gens qui bossent avec la Digital Crimes Unit de Microsoft, etc., qui ont déjà toute une série de programmes, bah, de nouveau, de surveillance, d'identification et compagnie. Donc, c'est pas non plus impossible de se dire qu'il y a peut-être un agenda derrière. Voilà déjà les premières choses que je voulais dire. Merci beaucoup, Santa, pour cette première intervention. Dondé, je te laisse rebondir si tu souhaites. Alors, je suis assez d'accord, même carrément, avec tout ce que tu viens de dire sur le film. Alors, déjà, première chose, il est très utile. Hein, il va servir à alerter beaucoup de gens sur une réalité, hein, qui est le trafic d'enfants dans les pays, on va dire, un peu moins industrialisés que nous. C'est vraiment une réalité. Il faut le distribuer, il faut à la limite que les gens aillent le voir, hein, puisque je pense qu'il est d'utilité publique. Cependant, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions liées au financement. On a quand même la fondation Clinton qui est pas très loin derrière. On a le fils du plus gros industriel mexicain qui est derrière. Et j'ai un petit peu aussi regardé, moi, ce qu'en disaient les survivants de réseaux et de traite d'êtres humains aux États-Unis. Et c'est vrai qu'ils s'interrogent, ils se disent, bon, c'est un film qui a été bloqué pendant 5-6 ans. D'un coup, il est débloqué et c'est numéro 1 au box-office. Ils disent qu'il y a eu énormément de publicité là-dessus, même si ça a été négatif, en tout cas, ça a fait parler. Et ils se demandent si l'objectif, c'était pas un peu de contrôler le narratif, en fait, sur la traite d'enfants et les réseaux pédocriminels. Voilà. L'association de Tim Ballard, bon, qui existe vraiment, elle fait un truc très bien. Elle va effectivement chercher des gamins dans des réseaux, hein, et il y a effectivement des enfants secourus. Voilà, et pas que en Colombie. Mais le problème, elle a ses limites, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. C'est qu'elle collabore avec la police, la justice et les autorités politiques colombiennes pour sortir les gosses des réseaux. Donc forcément, il y a une partie des réseaux qui va leur passer sous les radars, hein, c'est évident, quoi. Donc voilà, donc c'est une partie de la réalité. Il ne faudrait pas croire qu'en ayant vu Sound of Freedom, on a tout compris à comment ça se passe. Certainement pas. C'est un coin du voile qui se lève. Et je parlerai tout à l'heure un petit peu plus de ce qui se passe chez nous, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Dondé. Je ne sais pas si tu veux prendre ton temps maintenant pour pouvoir intervenir plus longuement. Non, on avait convenu que Santa s'exprimait d'abord, donc moi ça me va tout à fait. Hein. Tout à fait, je t'en prie, Santa, si tu voulais continuer. Je ne sais pas si Santa avait fini ou pas. Disons que j'avais fini, je pense, sur le film. Enfin voilà. Après, moi, je suis absolument d'accord. Je pense qu'il faut vraiment parler de situation, de ce qui se passe chez nous là. Mais peut-être je repasse la parole à Dondé à ce sujet pour l'instant. Moi, alors, ce que je voudrais dire effectivement à ce sujet-là, c'est que ça bouge pas mal en Europe et aux États-Unis au niveau de la dénonciation de tous ces réseaux-là. Il y a des campagnes qui ont été lancées par les survivants. Alors, on va peut-être je vais peut-être commencer par parler du film que je recommande lui vraiment de regarder et qui est disponible sur YouTube, bon, pour l'instant en anglais. C'est Eyes of the Devil. C'est le film d'un Polonais qui s'appelle Patrick Vega. Et c'est un documentaire, hein. Ce coup-là, c'est pas une fiction. Et le gars a réussi à s'infiltrer, en fait, enfin pas à s'infiltrer, il a réussi à interviewer des trafiquants d'enfants en Pologne. Donc c'est quand même pas l'Ukraine encore, hein, c'est la Pologne. Avec des trafiquants qui cherchent des femmes enceintes pour acheter le bébé. Alors ils leur promettent beaucoup d'argent qu'elles n'ont jamais, voire elles finissent elles-mêmes dans des bordels en Occident ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, hein. Et alors les gamins, ils nous expliquent que ils se retrouvent dans des camps de concentration en fait pour enfants où on va les exploiter sexuellement pendant des années. Et quand on en a fini avec eux, ils partent à la découpe en organes. C'est en Pologne, et ils expliquent que ces camps-là, il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne,
Ils expliquent qu'ils vont aussi chercher des gosses en Ukraine et dans d'autres pays et que ils sont organisés comme une grande multinationale qui organise aussi la livraison d'enfants pour des snuff movies et pour les tarés dont je vais parler juste après. Donc ça, c'est la réalité, quoi. Et ça se passe ici, hein, c'est pas loin, hein, enfin c'est chez nous, hein, c'est aussi en France. Donc ça, cette réalité-là, elle est tellement ancrée dans nos pays depuis tellement d'années qu'il y a énormément de victimes, mais des tas de victimes. Je me demandais, moi, comment ça se faisait que ça n'ait pas pété plus tôt. Mais voilà, on a depuis, je dirais, 3-4 ans surtout, enfin aux États-Unis, ça a commencé il y a plus d'une dizaine d'années, hein. Mais en Europe, je dirais qu'il y a 3-4 ans qu'il y a des victimes qui commencent à expliquer qu'elles ont été victimes de traite d'enfants, de réseaux pédocriminels et satanistes, elles ont vu des meurtres. Enfin, je vais vous passer les détails parce que je pense que sinon on va perdre beaucoup trop de monde. Mais en gros, voilà, tout ça, ça se passe en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Irlande, aux Pays-Bas. Tranquille, quoi. Tranquille, quoi. Pourquoi? Parce que c'est une réalité effectivement déjà glauque, sordide. Et alors, effectivement, pour le commun des mortels qui n'est pas du tout éduqué à aller croire ce genre de choses, puisque c'est dans des fictions, eh ben, en fait, c'est la réalité. Et non seulement c'est la réalité, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un réseau, un système qui est pyramidal. Et comme par hasard, ceux qui sont responsables, je dirais, de la nasse dans laquelle on est aujourd'hui, c'est les mêmes noms qu'on retrouve cités parmi les dingues qui massacrent des gosses dans des rituels sataniques en Europe. Et il y en a certains, ça commence à bien faire de les entendre cités par beaucoup de témoins, on va dire. Donc là, on a des noms qui arrivent, on a des lieux, on a des éléments sur des techniques. On commence à voir se dessiner un système, en fait. Donc là, aujourd'hui, je dirais qu'on n'en est même plus au niveau de l'alerte. Il y en a beaucoup qui sont un peu en train de se réveiller là-dessus, bah, tant mieux. Mais là, va falloir accélérer dans l'éveil des consciences, hein, parce que je vous dis pas à quel stade on en est aujourd'hui. Donc, allez regarder le film Eyes of the Devil. J'espère, bon, alors il est en français sur la chaîne de Cars Zero, mais il faut le payer. Mais si quelqu'un, une bonne âme, peut le traduire en français gratuitement, je pense qu'il fera œuvre collective. Donc, tu peux faire défiler, s'il te plaît, Akina, les images. Alors, je vais vous montrer, là, c'est les images. Alors ça, c'est la campagne 50 voix contre les violences rituelles. Donc ça, je l'ai traduit en français, mais c'est une campagne qui a été initiée par des survivants de plusieurs pays qui veulent rester anonymes parce qu'ils veulent la jouer collective et ils ont tout à fait raison. Et donc là, ils ont lancé une série de 50 vidéos qu'on est en train de traduire en français et en espagnol d'ailleurs. Où c'est des vidéos courtes, hein, où ils expliquent simplement leur vécu. Pourquoi ils parlent? Parce qu'aujourd'hui, ils en ont marre, vraiment, ça se sent. Ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie qu'on les croie, ils ont envie qu'on comprenne ce qu'ils ont vécu. Et effectivement, quand on entend un témoignage après l'autre, on peut se dire, bon, surtout qu'il y en a, ils parlent de choses complètement hallucinantes, hein, d'extraterrestres, d'humains hybrides. Enfin, ça peut partir très très loin suivant ce qu'ils ont pu voir. En tout cas, en Europe, on n'en est pas encore là, mais on a des techniques de contrôle mental. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer un peu de reprendre mon fil parce que j'avais essayé d'en faire un pour que ce soit un petit peu cohérent ce que je dis. Mais voilà. Donc, il y a parmi ces survivants-là. Ils ont envie de parler pour d'abord se libérer la parole, parce que jusque-là, c'est l'omerta. Ils en prennent plein la figure quand ils parlent de manière indépendante, sans oublier qu'ils ont pratiquement tous essayé des procédures en justice qui, évidemment, n'ont abouti à rien, hein, sans blague. Je rappelle quand même le chiffre de 2021 de la justice française, hein. On a 11 000 plaintes pour viol sur mineurs cette année-là. On est à 700 condamnations. Donc, qu'on ne vienne pas nous faire des campagnes en disant la parole de l'enfant. Quand l'enfant parle, la plainte, elle est classée sans suite dans 70% des cas d'office.
Hein. Bon, donc on en est là. Donc, faut pas s'étonner après que les gens essayent de parler par d'autres moyens. Hein. Donc, la parole libère probablement plus qu'une procédure en justice. Donc, ils parlent. Ils veulent aussi alerter le public. Pourquoi? Parce que ils sont en train de voir se mettre en œuvre toutes les techniques de manipulation, de perversion qu'ils ont subies. Ils sont en train de les voir se mettre en place à l'échelle planétaire. Hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Que là, ils sont en train d'utiliser les techniques qu'ils ont testées sur eux à l'échelle mondiale et maintenant, ils ont des moyens. Bon, je vais pas m'étaler sur la psychotronique et ce genre de méthode, mais bon, c'est des choses que les militaires maîtrisent depuis des dizaines d'années. Hein. Faut pas croire que c'est de la science-fiction, tout ça. Hein. Donc, ils parlent de pédocriminalité, de réseau. Ils disent qu'il faut absolument chercher à comprendre le système, comment il fonctionne. Et je dirais, moi, à ce stade-là, qu'effectivement, on peut avoir de la dissonance cognitive, et je dirais que c'est normal et même que c'est humain. Mais c'est pas pour ça que il faut pas essayer de recouper les éléments. Et je vous assure que dès qu'on essaye, c'est terrible parce qu'on s'aperçoit que ça matche, quoi. Enfin, il y a peut-être et même certainement des témoignages qui sont là pour discréditer les autres, mais pour avoir travaillé de près sur certains d'entre eux, c'est loin d'être de l'imagination, quoi. Il y a des éléments qui peuvent le confirmer. Par exemple, dans l'affaire du trou. Où il raconte des choses des tortures, etc., qui pourraient paraître incroyables. D'ailleurs, c'est passé pour incroyable auprès du public. Donc, il donne des noms, et alors les noms, c'est intéressant parce que il donne des noms, vu que c'est des réseaux internationaux, des victimes allemandes te donnent des noms de Français aussi. Donc, on va commencer à pouvoir recouper les choses. Là. Il est vraiment temps de le faire et d'essayer d'en coincer certains. Donc là, on n'en est plus à « Ah tiens, il y a des réseaux, oh tiens, il y a de l'adrénochrome ». Non, c'est maintenant comment est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête. Et comment est-ce qu'on fait éventuellement pour aller libérer les enfants qui sont pris là-dedans. Parce que le vrai problème, en fait, il est là. Donc, je veux bien que les gens attaquent les messagers, se disent si ça, mais si on écoute tous les survivants, ce qu'ils racontent, eux, c'est que l'urgence, c'est d'aller chercher les enfants qui sont là-dedans. Pendant que tout le monde dort et est gavé de propagande et de divertissement, et ça va pas s'arranger avec les méthodes de censure qui sont en train de devenir de plus en plus agressives. Donc, voilà, l'idée, c'est maintenant d'agir. Alors, on parlait, Santa est bien plus calée que moi là-dessus, mais bon, sur le EVRA, là, qui est en train de passer en Belgique, mais c'est quoi tout ça? C'est l'éducation sexuelle qui vient de l'ONU, qui vient encore, je suis désolée de le dire, mais d'une bande de satanistes à la base. Hein, quand on voit Julian Huxley et tout ça, ces mecs-là, mais ils étaient proches de tous les groupuscules, style Fabian Society, etc., du Tavistock. Tout ça, c'est de l'ingénierie sociale, en fait. Ils nous gèrent comme du bétail. Alors, ça peut avoir l'air délirant, dit comme ça rapidement. Maintenant, mon blog, il est rempli de liens, de tout. Voilà. Ce que disent aussi tous les survivants, et partout, hein, pas que en Allemagne, pas que en Suisse, c'est qu'ils font le lien avec les nazis. Hein. Les mecs en blouse blanche qui les ont torturés, il y avait des nazis dedans, hein, dans les années 50, 60, 70. Hein. Donc, les nazis ont été carrément recyclés là-dedans, quoi. Et les méthodes, c'est le prolongement, en fait. C'est le prolongement des méthodes qui ont été condamnées à Nuremberg pour le grand public pendant que les Américains récupéraient en masse tous les scientifiques, y compris Mengele, qui avait remarqué qu'en traumatisant les gamins, ils arrivaient à se dissocier et qu'à partir de là, on pouvait en faire ce qu'on voulait. C'est des techniques qu'on a recherchées, tout ça. Donc, les gens, là, va falloir un peu, effectivement, sortir du monde des bisounours parce que vraiment, on n'y est pas. Et l'urgence aujourd'hui, je pense que c'est d'avoir la lucidité sur ce qui se passe vraiment. Alors, on a une chance énorme en ce moment. Je pensais pas que ça arriverait. C'est qu'il y a des dizaines de victimes qui parlent. Donc, écoutons-les et maintenant, essayons, je dirais, de nous organiser. Et Sound of Freedom, c'est très bien, c'est une première étape, mais c'est vraiment qu'une première étape dans la compréhension, quoi. Voilà. Je termine là parce que, bon, si, je voulais quand même rajouter que les pays de l'OTAN sont quand même très, très impliqués dans toutes les techniques de contrôle mental et on retrouve les témoignages d'enfants qui sont passés dans des camps militaires avec des électrodes, des tests de mort imminente, etc. Enfin bon, dans tous les pays de l'OTAN. Hein. Donc bon, voilà. J'ai terminé en gros ma partie pour l'instant, mais il y a vraiment le feu au lac. Voilà.
Merci beaucoup, Dundee. Donc, c'est une introduction qui élargit déjà le sujet. Et je crois, Santa, que toi aussi, hein, tu voulais élargir, tu as dit tout à l'heure, pour comprendre les enjeux et les problématiques du monde, il faut aussi comprendre la pédocriminalité. Et donc, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global. Et donc, je te laisse poursuivre si tu veux élargir le sujet pour montrer que derrière la pédocriminalité, ça s'inscrit dans quelque chose de bien plus grand. Oui, bah, je vais d'abord revenir un tout petit peu Je t'en prie. sur ce que Dundee a dit. Alors d'abord, moi, comme j'ai pas, contrairement à elle, 10 ans de m'être plongée dans le sujet, etc., c'est vrai et que j'ai l'habitude de devoir démêler le vrai du faux, donc d'essayer de creuser mes sujets. C'est vrai que je me disais, oui, et surtout, on voit toujours les vidéos sont souvent hein, accompagnées avec des grands trucs, Illuminati, ici et là, des musiques, et donc voilà, moi je prends pas les choses pour argent comptant, hein, donc ça, j'ai vraiment fait l'effort d'aller chercher, regarder le dossier du trou, peut-être pas tout, mais il est en ligne depuis, je crois qu'il est sorti avec Julian Assange et les WikiLeaks. Mais donc vraiment d'aller creuser, d'aller lire, d'aller écouter les témoignages. Je pense que les gens, et pour moi c'est important de comprendre le mécanisme du déni, en fait, parce que on est confronté à la même chose avec les vaccins. C'est-à-dire avec la vaccination, parfois on peut montrer des choses noir sur blanc. C'est plus simple, hein, parce que c'est moins horrible. Là, on peut simplement dire, ben voilà, il y a un vaccin qui peut donner des problèmes, voilà, et qui a des effets secondaires, etc. Et amener des preuves scientifiques, ou parfois quelqu'un se fait vacciner, bon, il y a une réaction post-vaccinale. Et il y a des gens qui refusent en fait, qui sont vraiment dans ce mécanisme du déni. Et donc, je commence à mieux comprendre le mécanisme du déni, et ça me semblait fou. Ça me semblait fou. Et je commence à mieux le comprendre depuis que je m'intéresse notamment à ce sujet vraiment on va dire, la pédocriminalité, du contrôle de l'esprit. Et pour avoir parfois écouté voilà, des témoignages qui sont extrêmement pénibles, hein, parce que ça dépasse de très 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 loin. Je veux dire, Sound of Freedom, c'est rien du tout. L'autre film qui a été mentionné là, bon, celui-là, il est beaucoup plus dur. Et puis des fois, ben oui, il y a tous ces autres témoignages. Et je sais qu'il m'est arrivé, on se sent presque pollué. C'est tellement difficile au début. Ah bon, toi, Dondé, ça fait 10 ans que tu as l'habitude. Mais au début, j'ai envie de dire, c'est tellement difficile recevoir ce genre d'informations. On a presque envie d'aller vomir. Ou le matin, je me souviens de m'être dit, allez, fais comme si ça n'existait pas. Vraiment, j'ai surpris mon cerveau, une part de moi, de me dire, tu fais semblant que cela n'existe pas. Hein, ça m'arrive aussi encore de me dire ça le matin. Ah, voilà. Oui. Donc, mais par contre, c'est vraiment important de faire l'effort de se dire oui, ça existe, de comprendre qu'effectivement, dans un témoignage, il peut y avoir 80% de vrai, et parfois, il peut y avoir une partie qui est, je ne vais pas dire nécessairement fantasmée, mais c'est des gens à qui certaines personnes, on leur a fait du lavage de cerveau, on leur a projeté des images, on leur a raconté une espèce d'endoctrinement, on leur a projeté des images, des sons, etc. Donc, avec des trucs qui sont faux. Donc, il y a peut-être des gens qui sont persuadés d'avoir vu des extraterrestres et qui n'avaient pas d'extraterrestres. Le débat maintenant n'est pas de dire si oui ou non il y a des extraterrestres, mais de comprendre qu'effectivement, ils ont vraiment, certains, pas tous, vécu ces protocoles vraiment très complexes, très scientifiques, qui ont été mis au point avec tout ce qui était le contrôle mental, MK-Ultra et les opérations Monarch. Il y a un très très bon ouvrage qui s'appelle MK-Ultra d'Alexandre Le Breton, un truc qui doit faire, je sais pas moi, 600 pages, extrêmement bien documenté, beaucoup d'exemples, mais aussi de sources, de livres, de sources scientifiques, de références à des documents qui ont été cités en justice, parce qu'il y a quand même des témoins, je pense à Cathy O'Brien,
qui est une de ses survivantes, qui ont témoigné devant le Sénat ou les commissions d'enquête aux États-Unis, devant le Congrès américain. Il y a de nombreux témoins. Il y en a qui sont lanceurs d'alerte protégés par la justice dans plusieurs pays. Exactement, et qui ont été victimes, effectivement, des présidents eux-mêmes, etc. C'est attesté, il n'y a pas de contestation à l'heure actuelle. Donc, c'est très important de se dire que c'est pas uniquement les gens qu'il faut croire sur parole, parce qu'effectivement, il y a parfois des gens des confessions, des accusations multiples, des détails, etc., dont on a pu confirmer. N'oublions pas que les opérations MKUltra ont été financées dans 80, etc. On a les noms, on a les projets, même si beaucoup de documents ont été détruits. Donc, moi, effectivement, là où je me disais, il doit bien y avoir quelque chose, mais quand même, voilà, c'est encore des trucs exagérés. Je suis complètement, je vais dire, abasourdie depuis que de l'ampleur et de la gravité de ce problème. Voilà ce que je voulais dire. Moi aussi régulièrement, je m'étonne. Enfin, il me faut du temps pour digérer à quel point en fait c'est pire que ce que je croyais, quoi. Ouais. Et par contre, les 50, si je peux me permettre, je crois que les 50 personnes là, les 50 voices, qui sont toutes des histoires, voilà, traumatisantes, je vais dire. Il me semble que elles ont témoigné dans leur non seulement à visage découvert pour la plupart, mais beaucoup aussi avec leur nom, leur prénom, leur identité complète. Donc c'est extrêmement courageux. Et je pense aussi que de toute façon, maintenant, il y en a tellement qui témoignent, c'est inarrêtable. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens, et effectivement, les gens, ils ont été transportés voilà, avec Epstein, etc. Les avions, ils ont été transportés d'un pays à l'autre. Dans tous ces réseaux, il y a des gens qui ont voyagé pendant des années dans toute l'Europe, ou entre l'Europe et les États-Unis, etc. Qu'on peut pas, à mon avis, il va pas être possible d'étouffer l'information. Enfin, je veux dire, on peut, bien sûr, on peut bloquer ton canal ou celui d'autres gens, mais il y en a tellement, et je pense qu'il y a en plus un phénomène, c'est-à-dire que plus il y en a qui en parlent, plus il y en a qui, à la fois, trouvent le courage de s'exprimer, mais aussi il y a des gens qui retrouvent la mémoire seulement maintenant. C'est assez étonnant. Voilà. Moi, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on remarque ça, il y a beaucoup de gens quand même qui parlent c'est-à-dire de pratiques qui sont qui sont en fait dans leur famille, où ils disent souvent, voilà, je suis victime d'une famille où c'est plurigénérationnel. Ça fait des générations que ces rituels, etc., ces abus se produisent. Et ce qu'il y a, c'est que les abuseurs eux-mêmes, tous les abuseurs ont été abusés. Ça ne veut pas dire que toutes les victimes vont devenir des criminels, mais la plupart, finalement, ont été qui deviennent des maîtres ou enfin voilà, on va dire parmi les bourreaux. Ce sont des gens qui ont été entraînés là-dedans tout petits par leur famille. Ils n'ont jamais rien connu d'autre. Et donc, si on y réfléchit, en fait, on est face à un système. On est face à un système qui est là depuis des siècles. Et on sait bien que c'est aussi, alors pourquoi? Parce qu'il y a la question du pourquoi quand même. Dire pourquoi? Au départ, moi, je me suis dit, est-ce que c'est parce que les gens, entre guillemets, le pouvoir leur monte à la tête à certains? Et puis on se rend compte que il y a des pourquoi, il y a multiples réponses. À la fois il y a ce côté de certaines lignées où ce sont des pratiques, on va dire, pour se donner des pouvoirs, parce qu'il y a des gens qui cherchent des sortes de pouvoirs magiques, etc. Où effectivement les gens entrent dans des états de transe. Et puis il y a aussi le côté comme dans le parrain, si vous voulez, comme à la mafia, c'est-à-dire que quand on est dans un réseau de pouvoir qui est le pouvoir terrestre, je ne parle pas de pouvoir occulte, mais de criminalité, voilà.
il est clair que celui qui fait ce genre de choses, bah, il fait peur à tout le monde. Et le type qui n'est pas sage, bah, il sera bouffé avec. Voilà. Et puis, c'est une façon d'impliquer les autres, de les tenir dans le secret. Donc, c'est vraiment un système. C'est ça que les gens doivent comprendre. Voilà. C'est ça, les victimes parlent de ça aussi. Elles disent qu'elles ont servi de pot à miel, enfin d'appât, pour faire venir des types qui étaient peut-être un peu bourrés, un peu défoncés, mais en tout cas pas conscients de ce qui allait se passer. Ils se font prendre en photo, voire filmer avec des gamines, et puis ils sont de toute façon cuits, quoi. Et en tout cas, ils vont certainement pas dénoncer le réseau. Voilà. C'est l'objectif avec Epstein. Quand on voit qu'il y avait déjà fin des années 90, il y a une photo qui montre Epstein, Bill Gates, Léon Black, qui était un des patrons du fonds Apollo, qui était le fonds un fonds d'investissement et de retraite, la caisse des retraites de la CIA. Et comment il s'appelait, Ehud Barak, qui à l'époque était le directeur du Mossad, et puis il est devenu ministre de la Défense et Premier ministre en Israël. Donc, on a bien compris qu'en mettant, c'était le réseau de surveillance, c'est-à-dire à la fois de renseignement, mais aussi de chantage et de contrôle. D'ailleurs, tu as juste oublié qu'il y avait aussi les Chinois là-dedans. Ah ouais, effectivement. Ouais, mais j'allais quand même poursuivre avec Ghislaine Maxwell, c'est-à-dire que. Je te laisse finir, mais n'oublions pas les Chinois dans le réseau d'Epstein quand même. Oui, bah, je pense que c'est tentaculaire. N'oublions pas la France. Voilà, je pense on sait bien qu'il y avait d'ailleurs, il avait un appartement à Paris, avenue Non, mais les Chinois, c'est pas anodin dans leur réseau de surveillance avec Israël et la CIA, quoi, en fait. Ouais. Non, tu as raison. Voilà. Mais donc, voilà, il faut que les gens comprennent, parce que sinon, ça paraît fou. Sinon, si on ne se pose pas les questions du pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi ce serait si énorme, voilà, et qu'on ne parvient pas à trouver, on va dire, un début d'explication là, bah, ça tient pas. Moi, quand je vois, il y a 2-3 ans, là, ici en Belgique, ils ont arrêté cinq bonhommes qui avaient un réseau de photos en ligne, de porno. Il y avait quand même une base de données de 9 millions de photos. C'est énorme. Hein. Enfin, 9 millions, je veux dire, le fichier Zandvoort, je crois que c'est 10 000. Là, on parle de 9 millions de photos. Bon, voilà, les types, on n'en a presque pas parlé. Le mot réseau n'a pratiquement pas été nommé. Voilà, en gros, on donne l'idée que les types, je vois dans la presse belge, voilà, on ne sait pas très bien qui étaient les enfants, probablement leurs propres enfants et des enfants qu'ils avaient rencontrés eux-mêmes, etc. Je veux dire, sur 9 millions de photos, ils ont pas pris 100 gamins en photo, je sais pas combien de fois, ça tient pas debout. Donc, il est clair qu'il y a un réseau là derrière. Voilà. Après, il y a 3 types qui ont été condamnés. Il y en a un qui a pris 16 ans. On est content de le savoir. Sauf qu'il a été relâché la semaine avant le prononcé du jugement et qu'il a eu le temps d'aller prendre l'avion pour disparaître en Thaïlande. Donc là, ça me dit clairement que les problèmes, ça remonte pas simplement à il y a 20-30 ans, quoi. Ils sont toujours là. Et c'est ça qu'il faut. Je veux dire, le message numéro 1, c'est stop maintenant. Voilà. En Ukraine. Empire, je dirais, parce que, je te coupe, désolée, parce que ça me fait penser à cette histoire aussi d'éducation sexuelle. On voit qu'il y a quand même un truc qui est en train de se passer ces derniers temps, c'est que l'État est en train de s'approprier les enfants et l'éducation des enfants. Et comme le rappelle Virginie de Haro-Reccia, qui est avocate et dont je salue le travail, elle rappelle que l'autorité parentale, elle a quand même pour but premier de faire quoi? De protéger les enfants. Tout à fait. Donc, je dirais, la première action, c'est de se réapproprier l'autorité parentale. Tout à fait. Tout à fait. Ben, en Belgique, enfin bon, voilà, là, j'ai été, on va dire maintenant, je suis pas la seule, évidemment, hein, et je pense qu'il y a énormément de gens qui s'en rendent compte. Donc, j'ai été parmi, on va dire, les premières, en tout cas, à rédiger des articles sur le sujet. Et puis, tout à coup, là, voilà, le gouvernement a réagi très, très fort
en multipliant les déclarations comme quoi nous étions une menace pour la sécurité de l'État, une tentative de déstabilisation de l'État, voilà, donc on nous a montré ils ont mis ensemble, c'est incroyable parce qu'ils ont réussi à mettre ensemble, faire un article où ils ont mis ensemble les musulmans, les catholiques, les gilets jaunes, des types d'extrême droite, et puis moi, et puis des associations Innocence en danger, puis Ariane Biléran qui est en Colombie, Carl Zéro qui est en France, etc. Enfin, à peu près n'importe qui, et les pédopsychiatres qui se sont exprimés sur la question. Je veux dire, comme si on faisait une espèce de... Voilà, on est le réseau de la désinformation, comme si on opérait... En fait, c'est parfaitement ridicule, premièrement. Je veux dire, il y a plein de gens, je ne les connais même pas. Évidemment, il y en a d'autres que je connais, c'est normal. En plus, c'est quand même mon boulot d'être journaliste, d'interviewer les gens. Donc, voilà, mais en nous promettant et la brigade de cybercriminalité, la brigade antiterroriste et l'inspection fiscale, etc. Alors que c'est quand même, on voit que le peuple, il a bien compris que oui, non, il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a des trucs qui ne vont pas, c'est clair, quoi. Et ça, c'est lié à... C'est pas anodin qu'ils foutent tous le paquet sur cette rentrée-là, sur l'éducation sexuelle, comme l'année dernière d'ailleurs, mais de plus en plus. Anneke Lucas, qui est une victime, tiens, tu peux mettre l'image peut-être, Akina, de... je sais plus la numéro combien c'était, mais bon. Ça, alors voilà, c'est Anneke Lucas qui a écrit ce bouquin-là. Il va être traduit en français bientôt, là, il va être publié en français. Et elle raconte, je vais raconter qu'une seule anecdote du bouquin, mais enfin qui est peut-être même pas dedans d'ailleurs, que quand elle avait 10 ans, elle s'est retrouvée en fait dans le réseau belge. Donc elle était dans le réseau pédocriminel belge, elle s'est retrouvée dans le réseau pédocriminel international. Et ils avaient décidé d'en faire une enfant chanteuse, actrice, un peu sexy. Et elle explique qu'elle a entendu des conversations, enfin au moins une conversation dans laquelle il disait qu'elle allait être le parfait exemple de l'enfant épanoui avec une sexualité. Et les mecs qui disaient ça, c'était du grand banquier international qui finançait sa carrière pour faire un pacte sur le public. Mais c'est clair qu'il y a vraiment cet agenda, malheureusement. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté. On n'est pas contre l'éducation sexuelle. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, je ne suis pas une victime d'abus rituels. Voilà, je ne crois pas l'être. Bon, après, il y a des gens qui retrouvent la mémoire seulement passé 50 ans, mais... Et donc, voilà, je trouve, ça vient pas d'une position intégriste. Il y a c'est clair qu'une belle éducation entre guillemets à la sexualité, bah c'est chouette. Il y a pas de raison de faire semblant que ça peut pas être beau et c'est pas du puritanisme. Mais là, on voit bien qu'il y a des trucs qui sont absolument pas normaux. Non, mais voilà, il y a des dérives qui sont épouvantables. Ouais. Ariane Biran et tous ces psys-là le disent. L'éducation sexuelle, c'est une effraction psychique à chaque étape de développement de l'enfant. Oui, mais on le voit là. Voilà. Je vois dans d'autres pays. D'ailleurs, en Suisse, je regardais les petits manuels guides d'information qui sont distribués aux jeunes à partir de 12 ans. Mais on invite pratiquement l'enfant à se masturber. C'est prends une lampe de poche, prends un miroir, et puis voilà, tu mets ton doigt là, tu peux ouvrir un peu les lèvres. Enfin, je suis désolée, là, je veux pas aller plus loin, mais c'est vraiment comme ça que c'est marqué, avec des photos gros plan toute la page. Enfin, c'est pas des photos, c'est des dessins, mais c'est vraiment extrêmement explicite. Et puis on détaille toute la panoplie des sextoys. Moi, il y a des enfants ici à qui on a expliqué en 6e primaire, donc à l'âge de 12 ans, dans des trucs soi-disant sur le cyberharcèlement, comment faire une photo de nude, voilà, pour continuer à protéger sa vie privée, c'est-à-dire tu montes juste pas la tête, puis tu le fais sur un fond blanc qu'on reconnaisse pas le canapé de chez tes parents. Enfin, je veux dire, c'est dingue. En Allemagne, ça c'est encore le pire de tout. Il y a des jardins d'enfants où, je veux dire, la direction a décidé d'avoir des pièces où les enfants peuvent se mettre tout nus et on les invite à jouer au docteur et à se toucher devant un adulte seul.
enfin, je veux dire, moi, je comprends que les parents, ils flippent quand même. Alors, c'est clair qu'on voit bien que tout ça, bah, ça vient de Kinsey, qui était un pédophile, qui a présidé à CIECUS, qui est l'organisme de conseil pour le gouvernement, tout ce qui est politique de sexualité pour le gouvernement américain, mais aussi, ils ont pignon sur rue, ils sont organismes qui ont une reconnaissance officielle auprès de voilà de l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, etc. Et donc voilà, il y a plein de Parenthood avec Bill Gates, c'est toujours les mêmes. Donc c'est pas normal. On peut pas. Voilà. Je crois qu'Ariane Billéran l'a assez bien expliqué effectivement. Dondé, tu veux rebondir ou sinon j'ai 2-3 remarques ou questions? Non, je pense qu'on a à peu près, pour une fois, on a été super rapide et synthétique dans la présentation, enfin en tout cas en ce qui me concerne, dans la présentation du sujet. Peut-être juste te permettre de dire quelques mots sur quelques images qu'on n'a pas encore présentées, celle-là par exemple. Alors ça, c'est le site de Chantal Frey, qui est suisse, qui fait partie de la campagne des 50 voix contre les violences rituelles. Elle a écrit un livre qui va aussi être traduit en français, elle m'a dit, en novembre. Et donc, elle, c'est très, très intéressant ce qu'elle dit. Il faut absolument protéger cette femme. Voilà, c'est à suivre. Elle parle, elle parle en allemand, mais elle parle aussi en français. Il y a une interview qu'elle a fait avec Anneke Lucas de 1h30 que je recommande chaudement parce qu'on n'en a pas 50 en français qui explique de l'intérieur comment fonctionne le truc parce qu'elle est restée, elle, dans le réseau jusque très tard. Elle était, je crois, au-delà de 40 ans. Donc voilà, il y en a une autre, vas-y, continue, Ekina. Donc ça, c'est Anneke Lucas qui a aussi son blog, qui fait aussi partie de la campagne, qui interviewe d'autres survivants. Voilà, je vous conseille d'aller regarder aussi, c'est en anglais. Ça, c'est Rachel, j'ai oublié son nom là tout d'un coup, Vaughan, qui est, elle, australienne. Et donc, pareil, elle fait partie de la campagne et elle a sa chaîne où alors elle, ça fait des années qu'elle est en procédure de justice parce que son père l'a mise dans des réseaux liés à l'armée. Parce qu'effectivement, ces réseaux-là, souvent, très, très souvent, voire quasiment tout le temps, sont liés à l'armée. Elle explique qu'il y a des meurtres très connus, médiatiques, irrésolus d'Australie où elle a la réponse puisque son père était dedans. Et elle a réussi, ils ont réussi avec ses frères et sœurs à faire condamner pour des délits très anciens mais très mineurs un des complices, mais la justice a toujours étouffé ces affaires-là. Et donc elle est dégoûtée et donc elle continue à parler parce qu'elle dit que ça continue, qu'il y a encore des enfants dans les tunnels parce que comme beaucoup, elle parle de tunnels où les choses se passent. Alors ça, c'est Max Lowen qui fait aussi partie de la campagne, qui a son site et alors qui fait aussi des thérapies pour les survivants, qui elle a été dans les réseaux liés au Gladio et au Vatican et à la Loge P2 et compagnie. Voilà. Et ça, c'est la campagne en fait lancée par une femme, je crois que c'est une néo-zélandaise qui s'appelle Gloria Masters, qui donne la parole à beaucoup de survivants. Là, elle est en train de faire une campagne et ça s'appelle qu'on retourne la honte, quoi. Hein. Et l'idée, c'est qu'ils en ont marre que ce soit eux qui soient montrés du doigt comme des tarés, sachant ce qu'on leur a fait, et que les gars qui leur ont fait ça se pavanent à la télé encore à nous faire la morale à longueur de temps. Voilà. Merci beaucoup, Donde Santa. Voilà, c'est un sujet pas évident. Hein. Moi, j'ai du mal à mettre des mots sur tout ça parce que, comme vous le disiez, il y a tout cet enjeu autour du déni. Et c'est des sujets qui sont tellement difficiles qu'on n'arrive pas forcément à trouver les mots. On est débordé d'émotions. Moi, juste 4 points que j'ai relevés pendant vos interventions, que je trouve des points clés. Et après, 3 petites questions. Et après, on prendra donc les questions des internautes. Donc, n'hésitez pas, hein, les internautes. J'ai déjà relevé une dizaine de remarques ou questions. Mais n'hésitez pas encore pendant la petite intervention que je vais faire à continuer à poser des questions parce qu'évidemment, c'est un sujet complexe sur
lequel on n'a pas l'expertise de Donde qui travaille depuis plus de 10 ans sur le sujet, ou Santa qui avec un parcours plus hétérodoxe, enfin plus sur une diversité de sujets plus large, mais Donde aussi travaille d'ailleurs aussi sur l'agenda mondial et tout. Juste 4 points que j'ai relevés, c'est donc Santa, tu parlais de l'importance quand on parle de Sound of Freedom, de garder la grille d'analyse par rapport à la censure. Où toi, en tant que journaliste indépendant, tu as subi énormément de censure, que ce soit de livres, de documentaires, de médias, etc. Et donc, le déséquilibre qu'il y a eu avec tous ces grands médias qu'on a parlé de ce film, le fait de passer un palier, le mur médiatique, et de passer la censure, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on doit être vigilant sur la pertinence de le film, même si voilà, vous avez apporté de la nuance, vous n'êtes pas dans une critique binaire sur ce film. Il n'y a pas tout à jeter, ça peut être une bonne première marche, comme le disait Donde. Ensuite, vous l'avez, pour aller en lien, c'est Donde qui disait que ça permet aussi, ce film, potentiellement, de participer à contrôler le narratif sur le sujet, en lien donc avec des financeurs qui sont étonnants sur ce film-là, et en lien avec 2 autres points que vous avez relevés, le fait que le sujet prend de plus en plus d'ampleur, la pédocriminalité, il y a de plus en plus de témoignages, avec l'exemple que a cité Donde, qui est sorti il y a un mois ou 2 maintenant, avec ses témoignages traduits en français pour certains, 50 Voice of Ritual Abuse. Voilà, donc ensuite, Santa, tu as parlé d'un sujet qui me paraît très important, c'est autour du déni. J'en parlais aussi à titre personnel, Donde a réagi aussi. Voilà, comment un peu comme avec le Covid, ça paraît tellement fou, ça paraît tellement incroyable que des êtres humains puissent autant vouloir du mal à d'autres, faire du mal à d'autres. Pour le commun des mortels, pour la grande majorité d'entre nous, ben on s'imagine même pas ça mentalement, donc on n'arrive pas à s'imaginer que d'autres puissent le faire. Et donc, il faut se renseigner, je pense, tout un chacun autour du contrôle de l'esprit, de l'ingénierie sociale, qui permet, avec la guerre cognitive que nous vivons, qui est multiple, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour ça. On ne va pas rentrer dans le détail ce soir. On fera sûrement d'autres émissions sur ce sujet-là. Mais voilà, travailler autour du déni et de comprendre comment il travaille sur le contrôle de l'esprit. Et le 4e point aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que c'est une problématique qui se transmet de génération en génération. Et ça me rappelle un témoignage qu'il y a quelques années déjà d'un acteur hollywoodien qui s'appelle Isaac Capi, qui avait dénoncé la pédophilie à Hollywood et qui expliquait que lui-même, il avait eu des relations dont il n'était pas fier dans le passé. Et en fait, il disait qu'aujourd'hui, il faisait cet appel sur Internet. Malheureusement, il s'est suicidé depuis, mais il faisait cet appel parce qu'en fait, il expliquait que pour lui, c'était cette reproduction de génération en génération où en fait, chacune de ces personnes qui participent à ces horreurs, et en fait, sont responsables évidemment. On ne peut pas leur pardonner tout ça, mais c'est vraiment une reproduction sociale avec des traumatisés qui refont et qui reproduisent des traumatismes et qui sont eux-mêmes traumatisés et qui en fait, d'une certaine manière, nous, en tant que citoyens qui avons eu cette chance de ne pas avoir vécu ces habits rituels, d'aller les sauver entre guillemets pour sauver aussi tous les enfants qui subissent ce réseau international. Et donc 3 petites questions parce que c'est pas évident d'apporter cette question de la pédocriminalité, c'est des sujets très larges. Donde a fait des retours historiques, on a parlé de beaucoup de sujets en fait en une petite heure. Donc ma première question, je vous laisserai répondre chacune à tour de rôle si vous le souhaitez, c'est peut-être Donde, tu pourras introduire parce que c'est des sujets peut-être que tu vas mieux nous clarifier pour nous, le grand public. C'est qu'il y a une confusion en fait quand je vous entends parler. Parce qu'en fait, pour moi, même si j'essaie de trouver de la clarté, mais il y a une confusion entre tout ce qui va être pédophilie et l'inceste, où aujourd'hui, on le sait, c'est un enfant sur 5 ou un enfant sur 10 en France ou même en Europe qui subit des violences et jusqu'à des violences sexuelles, jusqu'à des viols. Il y a les enjeux autour des réseaux pédocriminels internationaux, où là, il y a vraiment des gens très influents qui ont un pouvoir démesuré, qui peuvent éviter d'avoir des problèmes avec la justice et qui, eux vont jusqu'à des abus rituels, jusqu'à des sacrifices, donc vraiment des choses beaucoup plus... qui vont encore beaucoup plus loin que le premier sujet qui est déjà horrible, évidemment. Et aussi, vous avez abordé les enjeux de l'éducation sexuelle qui touchent plutôt au grand public. Donc, est-ce que tu peux essayer de nous apporter un peu de clarté pour essayer de distinguer ces sujets qui sont à la fois tous liés, mais voilà, la pédophilie dans la population au sens large, les enjeux de la pédocriminalité et des réseaux internationaux et des abus rituels, et les enjeux de l'éducation sexuelle. Comment tout ça s'articule selon toi, Donde? Bon, et après, sans faire une conférence, parce que je pourrais vite faire une conférence de 3 heures là-dessus, le résumé, en gros, c'est donc je disais que c'est un système pyramidal. Tu parlais de trucs intergénérationnels. Effectivement, il y a ça. C'est des gens qui ont le pouvoir. Donc, tout en haut, on a des pratiques les plus trash, les plus dégueulasses. Bon, en dessous, on a du réseau pédophile, pédocriminel, avec du snuff movie qui est pas forcément sataniste, mais déjà il y a beaucoup de mafia là-dessus, beaucoup plus que encore au-dessus. Et en bas, en fait, tu as le père incestueux qui peut produire de la pédopornographie, qui peut aussi très vite s'échanger des contenus avec certains gars qui vont être dans d'autres orbites plus dark. Ce que je crains,
parce que ça fait 10 ans que j'étudie comment la justice traite ces dossiers-là. Ce que je crains, c'est que on garantisse l'impunité à certains pères incestueux de base en leur disant, par contre, ton gamin, tu nous le ramènes. Je sais que c'est arrivé des fois, je sais pas dans quelle proportion ça arrive, mais voilà, je crains que ce soit un schéma qui soit courant. Donc voilà, à tous les degrés, ce que je veux dire, c'est que le haut de la pyramide n'a pas intérêt à ce que la pédocriminalité soit condamnée comme elle le devrait et à ce que les victimes soient prises en charge comme elles le devraient et surtout pas à ce qu'elles se mettent à parler. Et y compris les victimes qui commencent à se rappeler de choses à 40 ans. Donc tout est fait pour que ce soit quand même le crime le plus impuni. Enfin, voilà. Et où on a rarement une seule victime par pédocriminel. Donc, faut imaginer l'ampleur du désastre aujourd'hui. Donc voilà. Alors, la question de l'éducation sexuelle là-dedans, de la sexualisation des mineurs, du showbiz, bah, c'est très simple en fait. C'est des leviers pour appliquer à l'échelle mondiale ce que eux appliquent eux-mêmes dans leur famille, dans leur réseau de merde. Voilà. C'est une manière de généraliser leur perversion en fait. Mais c'est ça. Ouais, je peux rebondir sur ce truc-là. Oui, pardon, Senta, vas-y. Ouais. Mais c'est intéressant, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, il y a une vidéo spécifiquement là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont exprimées, mais en tout cas, Cathy O'Brien, qui je le rappelle, elle a écrit 2 bouquins et puis aussi un film, s'appelle The Transformation of America. Je crois que c'est sous-titré en français, je ne suis pas sûre. Et donc, ce sont en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les protocoles de contrôle mental qui ont été développés après la guerre, pendant la guerre avec les nazis, et puis après la guerre par la CIA avec l'opération MK Ultra qui a eu lieu dans plein de pays, notamment au Canada aussi, mais en Europe aussi, ce sont des protocoles, je dirais, quasi scientifique, une séance entre guillemets de programmation. C'est des protocoles qui visent à rendre quelqu'un, on va dire, esclave. Vous savez, dans les années 50, on avait peur des Russes et des Américains, et donc on voulait, entre guillemets, fabriquer des types qui allaient pouvoir aller observer ou tuer quelqu'un sur commande, dont on allait vraiment prendre le contrôle de l'esprit. Et donc, ces protocoles sont très sofstiqués. Et c'est ça qui différencie déjà, on va dire, la pédocriminalité de famille, enfin, je ne sais pas que de famille, mais je veux dire, la pédophilie où il y a la simple, entre guillemets, attirance pour les enfants, et des protocoles où le traumatisme sexuel va être suivi de l'administration de drogue et puis de différents autres types de conditionnement, parfois avec des lumières, avec des messages, avec des voix, des sons qui sont répétés, avec des fréquences, avec des périodes d'isolement, avec des masques, avec des électrochocs. Tout ce que je viens de dire, ça peut faire partie d'une séquence de traumatisme, de programmation, qui sont alors répétées de manière multiple. Et ce qui est intéressant, c'est que les victimes qui ont subi cela et qui donc n'étaient plus ne savaient plus qui ils étaient, il n'y avait plus d'identité propre, en fait, dont l'identité était fragmentée, eh bien, nous disent ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a vu avec la pandémie, pour nous, c'était comme cette espèce de protocole à l'échelle mondiale, c'est-à-dire faire peur aux gens, les isoler, mettre des masques, les empêcher de respirer. Ça, on l'a bien connu avec la pandémie. On voit qu'il y a une politique de dépénalisation des drogues, de beaucoup de types de drogues. Bon, ça, c'est un sujet annexe, on va dire, mais aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de gens qui sont morts du fentanyl, etc. Il y a une dépénalisation de la cocaïne qui a lieu depuis 1 an ou 2. Et puis, il y a le traumatisme sexuel, entre guillemets, avec ces programmes d'éducation précoce à la sexualité, entre guillemets, dès la crèche, dès le berceau. Et puis, il y a même on ne sait pas très bien ce qui se passe au niveau des ondes, donc on leur
chez certains, on leur faisait aussi, on les soumettait à des divers rayonnements, on va dire. Bon, voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a voilà, on ne sait pas très bien ce qu'on nous envoie dans la 4G, la 5G, etc. Et donc, pour eux, c'est vraiment une sorte de reproduction, de tentative à l'échelle mondiale de plonger les gens dans un état d'hébétude où ils perdent leur propre personnalité et se soumettent, on va dire, à la volonté d'autrui. Et donc, ils vont aller faire tout ce qu'on leur dit. Se vacciner 50 fois, voilà, envoyer leurs enfants dans des trucs où ils vont se masturber. Dieu sait quoi, partir à la guerre. Voilà, c'est assez inimaginable. Mais si on prend le temps de vraiment bien lire les témoignages, de se documenter, notamment, j'insiste aussi sur ce bouquin d'Alexandre Le Breton que je trouve quand même magistral, et puis on écoute cette vidéo de Cathy O'Brien, c'est frappant. C'est frappant. J'ai beaucoup parlé. Non, non, pas de problème. Au contraire, on va laisser bientôt la parole aux internautes. Juste une dernière petite question, parce qu'on en a parlé. Vous avez dit que c'était peut-être un premier pas Sound of Freedom, mais on a tous rencontré la difficulté d'informer autour de nous depuis 3 ans avec la pandémie. Et là, en l'occurrence, ce soir, autour de la pédocriminalité, on a tous eu des exemples où on partageant à des gens dans notre sphère sociale, et bien en fait, tout de suite, cette fermeture. Est-ce que vous avez eu des expériences plutôt positives, vous, ou est-ce que vous recommandez certaines sources, certains documentaires, certains sites internet qui peut-être ont une approche qui permettent d'offrir cette première marche à des individus qui sont dans ces mécanismes de déni de protection? Voilà, donc soit une expérience positive où vous avez réussi à ouvrir la porte chez quelqu'un qui était plutôt dans le déni, ou conseiller peut-être des documents comme MK Ultra d'Alexandre Le Breton pour essayer qu'on puisse, à l'échelle citoyenne, à notre petite échelle, de faire grandir cette prise de conscience sur ces sujets dramatiques. Santa? Écoute, je pense que tu vas mettre la liste de tous, voilà, on aura les références de tout ce qu'on a déjà cité. Moi, j'ai envie de dire, si quelqu'un ne s'est jamais intéressé de près au sujet, pourquoi pas finalement commencer par Sound of Freedom, qui est, enfin, ça peut être traumatisant, je veux dire, honnêtement. Donc voilà, après, il y en a d'autres, ils ont peur de rien. Bon, oui, 50 Voices, 50 voix, c'est très bien. Le bouquin Le Breton, c'est très bien. Voilà, toutes les sources qu'il y a. Suivez le canal de Dundee, voilà, tu partages des informations aussi. Voilà, moi, c'est pas ma spécialité, je vais en parler un petit peu, mais c'est pas, je suis pas la ressource, je suis pas la ressource en la matière, donc voilà. Dundee? Ah, excuse-moi, je t'avais coupé le son d'André, je suis désolé, pardon. Je veux bien parler, mais c'est mieux avec le micro. Alors modestement, je recommanderais quand même mon blog où il est un peu moins trash quand même que ce que j'ai dit ce soir. J'édulcore un peu les choses quand même. En français, je recommande Pédopolis et MK Police, qui est le site d'Alexandre Le Breton. Et alors, pour une première approche, Wanted Pédo, qui a un site, je crois peut-être qu'il a sauté, mais peut-être qu'il est revenu, où ils expliquent un peu comment ça se passe les affaires en justice en France, quoi. Hein, c'est le niveau où tout le monde peut être confronté, auquel tout le monde peut être confronté. Voilà. Après, en français, il n'y a pas grand-chose à part se renseigner sur des affaires. Comme l'affaire Dutroux, l'affaire Outreau, mais du coup, faut aller lire pas du tout les médias et les journaux et les livres dont on vous a parlé dans les médias, mais il faut aller lire des gens comme Jacques Thomay, voilà, comme sur l'affaire Outreau, pour aller comprendre ce qui s'est vraiment passé derrière cette affaire-là aussi. Comme Jacques Cuvillier, Jacques Délivré, qui ont écrit sur cette affaire Outreau. Je conseille quand même, comme première approche en France, d'aller essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé à Outreau, quoi. Même si, même nous, on n'en a qu'une vague idée. En tout cas, on sait que la version officielle, c'est un narratif pour rassurer dans les chaumières, hein, et puis surtout qu'il n'y ait pas de réseau pédocriminel en France. Voilà. Donc voilà ce que je recommande pour l'instant en français. Il y a pas mal de documentaires aussi qui circulent régulièrement sur YouTube et d'autres chaînes, notamment le fameux documentaire d'Élise Lucet qui est censé ne pas exister à France 3, mais qui tourne encore régulièrement sur YouTube, où il parle de ces réseaux-là, hein, avec des témoignages d'enfants à l'époque qui expliquaient. Il y a des livres, hein, comme le livre de L'enfant sacrifié à Satan, j'ai oublié le nom,
Enfin, bon, il date d'il y a un moment, mais c'est un gamin qui raconte comment de Paris, il s'est retrouvé dans une secte qui se faisait appeler Krypton, où il y avait des enfants qui disparaissaient, où il les violait, etc. Et où on retrouve quand même très vraisemblablement des liens avec l'affaire, le réseau belge. Voilà. Super, mais merci beaucoup. On mettra évidemment tous ces liens sous la vidéo, dans le podcast. On va maintenant prendre quelques remarques ou questions des internautes. N'hésitez pas encore si vous avez quelques questions. Donc, tout d'abord, une question de Pascal. C'est un sujet qui n'a pas été abordé, sur lequel on a pu lire des commentaires sur Internet. C'est Pascal qui dit « Je crains beaucoup l'usage qui est fait de la pédocriminalité pour appuyer les lois en discussion sur l'identité numérique. » C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais c'est hypocrite parce qu'on sait très bien. Alors, je vais dire un truc, mais il y a quand même une étude canadienne d'il y a 3 ans, je crois, qui analyse les hébergeurs de sites de contenu pédocriminel. Bon, il y en a un tiers, c'est free quand même. Hein. Donc, ils viennent pas emmerder le chaland. C'est hypocrite. Moi aussi, je pense que le risque est très grand. Et de nouveau, alors là, c'est une information que j'ai pas vraiment eu le temps d'approfondir. Donc, voilà, je dis qu'il faut la prendre avec des pincettes. Mais je pense par exemple il me semble qu'aux États-Unis, j'ai entendu dire que certains programmes qui sont par exemple les programmes informatiques qu'on utilise pour gérer les alarmes. Vous savez, quand quelqu'un appelle le 100, le 101, le numéro d'urgence, etc., sont en fait dirigés appartiennent à la fondation Clinton, etc. Donc, je veux dire, il y a toujours des gens, on va nous coller, que ce soit certains programmes ou certains outils, ou de toute façon, qui permettront de continuer, voilà, Bah oui. le sale boulot, je vais Mais dire. disons que c'est un prétexte qui est consensuel et clairement qui les est refuser. c'est le premier pied dans la porte et on sait très bien qu'après, ça va être tous les gens qui les dérangent qui vont être concernés, quoi, hein, évidemment. Mais moi, j'ai l'impression, mais c'est vraiment récent, hein, j'ai l'impression que les gens commencent à plus. Ça fait quelques mois que les gens commencent à se méfier, à ne plus tout prendre pour argent comptant, que le système qu'on a appelé problème, réaction, solution, ou chaque fois, hein, ou les faux drapeaux, etc., ok, il y a des choses qui mettent tout le monde en émoi, et puis on apporte la solution magique, etc., et puis on va voter la loi où on va leur prendre encore un peu de liberté. Je crois que les gens commencent à avoir des doutes vraiment sur ce qu'on leur balance. Donc, je suis curieuse de voir vraiment ce qui va se passer. Je crois qu'il y a une fenêtre d'opportunité en ce moment pour la vérité, pour un changement de conscience. Parce que c'est vraiment à Oui, ça ressentir. Là. bouge. Oui, oui. Et de toute façon, moi, je pense que les gens, une fois qu'ils ont ouvert les yeux, ils peuvent pas les refermer. Enfin, ça va pas dans l'autre sens, ça va que dans un sens. Donc, Non, c'est la on pilule gagne rouge. bien. Ouais. Merci pour cette note d'optimisme, ça fait du bien, parce qu'évidemment, on est nombreux à trouver que les choses vont lentement. Ah, mais on est des optimistes, hein, sinon on serait pas là quand même, hein, Akina. Tout à fait, clairement, mais c'est bien, on a besoin d'optimistes et on s'accroche aussi, et il ne faut pas tomber dans l'illusion parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire quand on voit la difficulté à partager notre message au quotidien dans de nombreuses sphères sociales. 2 petites remarques, ce n'est pas vraiment des questions, hein, mais je les partage aussi pour mettre en avant la communauté. Voilà, Didier qui dit effectivement, c'est la technique des pompiers, on allume un petit feu pour bloquer le gros incendie. Voilà, c'est un peu l'histoire de contrôler le narratif dont parlait Dondé. Ensuite, un autre commentaire de Annie M qui dit « Des gens informés qui l'ont vu témoignent que ce film ne montre pas la réalité pour des ignorants ». Voilà, c'est un commentaire parmi d'autres que je vous partage. Une question peut-être qu'on peut prendre un peu plus largement, c'est Yakinuku qui dit « Ok, aller chercher qui, vu nos gouvernements ?» Voilà, donc peut-être au-delà de cette question, on se sent vraiment souvent impuissant, malgré qu'on prenne conscience de ce sujet-là. En tant que citoyen, on se dit « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à ma petite échelle ?» Honnêtement, j'ai pas franchement la réponse. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on y réfléchisse, je pense, tous ensemble, une fois qu'on aura tous bien compris les données du problème. Pour l'instant, même moi, si vous voulez, alors je suppute qu'à certains endroits, on pourrait trouver des choses et coincer certaines personnes, mais je sais pas quand.
Voilà, et c'est toujours compliqué. Et quand ils voient qu'on est après un groupe, forcément, ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient avant à cet endroit-là, quoi. Donc, c'est très compliqué. Et les témoignages, faut les recouper. Mais je pense qu'en faisant tomber certaines têtes, et donc pour ça, il faut que les victimes s'expriment et qu'on arrive à recouper les témoignages. À un moment, il faut que les gens nous suivent quand on va commencer à expliquer un peu plus concrètement qui fait quoi là-dedans. Parce que c'est ce qui va devoir arriver, c'est ce que les survivants veulent. Et ils ont besoin d'aide pour le faire. Moi, alors, oui, c'est la question qu'on se pose tous, hein. Moi, je crois pas trop, pour l'instant, je ne crois pas trop à, si tu veux, entre guillemets, obtenir une justice, malheureusement. Donc, je crois que oui, il va y avoir une conscience, se dire qu'on va pouvoir arrêter. Alors, arrêter, je voudrais qu'ils arrêtent. Oui, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent maintenant. Les arrêter, les condamner, les mettre en prison, avoir réparation, c'est encore une étape supplémentaire. À mon avis, une étape qui est vraiment essentielle, c'est déjà de créer des réseaux d'accueil pour les victimes, des réseaux de soins pour les victimes. Et avec ce soin, dans ce soin, un cercle vertueux, je veux dire, quelque part. Parce que de plus en plus de gens vont pouvoir aussi avoir peut-être une éducation positive par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Il y a aussi quand même, n'oublions pas que tout ça repose sur je veux dire, quelque part, bon, la population est complice aussi quand même, hein, quand on voit le 1 sur 5 de Carl Zero. Donc, il faut le déni, c'est déjà un problème. Moi, quand j'entendais, par exemple, un thérapeute qui me disait, voilà, dans les familles, quand on a un père, par exemple, qui a été condamné et qui a fait de la prison, c'est déjà rarissime, mais bon, disons que ça arrive, et qui reviennent parce qu'à un moment, il revient, il réintègre sa famille, et il est de nouveau en présence des enfants, eh bien, c'est une bonne chose d'informer tous les enfants, parce que souvent, il y a un secret qui reste, et il y a finalement que l'enfant qui a été traumatisé, ou en tout cas, il croit qu'il est seul, ou qui a porté des accusations, qui est au courant, alors que parfois, en parlant en famille, je veux dire, faire tout simplement libérer les secrets de famille, c'est déjà un truc énorme, parce que souvent, on se rend compte, c'est pas un, c'est pas deux, c'est beaucoup plus. Et alors là, il y a une solidarité qui peut s'installer en disant, OK, maintenant, toute la fratrie, on est là pour se protéger les uns les autres. On va mettre un verrou sur la porte, pour ainsi dire. Des choses simples, mais je pense qu'il y a tout un travail qui peut être initié et qui sera porteur progressivement après, une fois qu'une conscience, on va dire, générale peut se faire, avec justement l'aide de toutes les victimes. Ça doit être les premières personnes, hein, à nous guider dans comment sortir de là. Voilà. Merci beaucoup, Santa. Deux petites remarques avant de prendre la question d'après. C'est intéressant parce que c'est deux profils différents qui expliquent autour du déni, enfin qui font un commentaire autour du déni. Encore Yakinuku qui dit « Cela nous submerge car on se demande pourquoi nous ne sommes pas réveillés avant ». Et ça aussi, il y a une forme des fois de culpabilité. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu le ressentir. Et une autre personne qui est dans le déni, voilà, rapidement, Serge qui nous dit « Vous êtes tous vraiment des dégénérés, encore pire que les pédophiles. Il faut vraiment être cinglé pour imaginer et dire les saloperies que vous pensez. » Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure en commentaire sur le déni, c'est difficilement imaginable pour un être humain que des êtres humains font des rituels. En même temps, c'est rassurant qu'il y en ait qui disent ça, hein, quelque part. Ça veut dire que… Mais pour moi aussi, je me dis que c'est tellement dégueulasse que je comprends même pas… Bon, voilà, mais c'est un fait quand tu entends 40 personnes qui disent la même chose. Moi j'ai eu des gamins de 3-4 ans qui disaient ça, donc à un moment… bon. Il y a des choses, effectivement, et des détails qu'on ne peut pas inventer. Voilà, c'est terrible quand on est face à… Mais je comprends aussi, donc je prends pas l'insulte personnellement, parce que je me suis moi-même surprise à me dire fais semblant que c'est faux, parce que c'est insupportable. Donc je comprends, comme je le disais, je comprends tout à fait. Par contre, sur la merci d'avoir culpabilité, partagé le commentaire.
Sur la culpabilité, je pense qu'il ne faut pas l'avoir parce que tout est fait pour qu'on soit dans la caverne de Platon, hein, et qu'on ne regarde pas dehors. On est éduqué à avoir confiance dans les institutions bêtement, en fait, hein, sans jamais les remettre en cause et de moins en moins. On est gavé de propagande et de divertissement. Les voix dissidentes, et on l'a vu avec le Covid, sont quasiment inaccessibles au commun des mortels, à moins de commencer vraiment à chercher sérieusement les choses. Voilà. Donc, le problème, c'est que en plus de ça, en tant qu'être humain, c'est vraiment inimaginable ce qu'ils font. C'est vraiment hallucinant, c'est tordu, mais jamais j'arriverai à concevoir un quart du dixième de ce qu'ils ont conçu comme méthode pour détruire les gens, en fait. C'est hallucinant. Sauf que ça existe, et quand on commence à le comprendre, bon, faut prendre le temps, hein, faut pas y aller trop vite. Mais voilà, il faut affronter la réalité en face parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera euh, à concevoir la sortie quoi, de tout ça. Alors, tu parlais de justice, moi j'ai aucune confiance en la justice, évidemment. Hein. Je ne vais pas dire qu'il faut aller porter plainte contre les mecs que je vais allumer un de ces quatre et je l'espère. Mais par contre, une fois que tout le monde saura ce qu'ils ont fait, bon, leur pouvoir de nuisance sera sérieusement réduit, j'espère en tout cas, quoi. Et on verra bien ce qui leur arrivera derrière. Ce sera plus mon affaire. Mais à un moment, moi, j'entends parler de gens très très puissants, très proches de nous, qui nous nuisent avec une puissance hallucinante. Ceux-là, j'attends encore 2-3 témoignages et j'y vais. Mais de quel droit ils se permettent de faire ça alors que honnêtement, pour moi, c'est pas des êtres humains. Même s'ils ont vécu là-dedans, même s'ils ont grandi là-dedans, à un moment, voilà. Donc bon, il faut être tolérant avec soi-même par rapport à ça. Je m'énerve un peu parce que bon, moi, ça fait 12 ans que je suis là-dedans et je trouve que c'est toujours trop lent. Mais en fait, ça avance quand même. Hein. On a avancé en 12 ans. Il y a quand même une lucidité sur l'existence des réseaux, sur le satanisme. Il y a quand même un gros soupçon des gens que les gens qui nous dirigent sont quand même plutôt du côté des connards, pour utiliser des mots que Macron utilise, que du côté des gens bien. Voilà, donc maintenant ce sentiment-là, il est dû à plein de signaux que vous avez eus, que vous n'avez peut-être pas analysés froidement les uns après les autres, mais vous allez mettre les pièces du puzzle les unes après les autres, et vous avez de la chance, il y a des gens, ça fait un moment qu'ils y sont, donc ça va aller plus vite que quand on a défriché le truc au début, puisqu'il y a 12 ans, on n'en était pas du tout là dans la compréhension, hein, mais pas du tout. Donc voilà, donc allez-y doucement avec vous-même, mais par contre dans la lucidité, quoi. Allez, encore 2 petites questions rapides avant d'arriver vers la fin de notre table ronde. Une question de Clément qui nous dit on m'a dit qu'aucun nom de suspect ou de pédocriminel n'est révélé dans ce film. Est-ce le cas? Tout à fait. Ouais, c'est pas le but. C'est un film de fiction. Enfin, basé sur une histoire vraie, mais oui, absolument. Il n'y a aucune révélation de réseau, de nom. Ouais. Mais de toute façon, je dirais là aujourd'hui des noms, moi je pourrais en balancer, mais sauf que je sais que ça sert à rien et qu'en plus ça mettrait en danger beaucoup de monde. Donc à un moment, ça pourra se faire que dans certaines conditions aussi, quoi. Hein, merci. Et il faut quand même que le public sache recevoir l'info, quoi, et la traiter. C'est intéressant. Merci pour cette réponse de lâcher les noms au bon moment, parce que souvent on nous pose la question pourquoi les lanceurs d'alerte, les gens qui sont sur ces causes-là, ne donnent pas les noms. Mais en fait, tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique. Non, pas pour l'instant. C'est pas possible. Ça servira à rien, c'est trop dangereux pour l'instant. Mais ça va arriver, ça va arriver. Allez, une dernière question de Clément qui nous dit tunnel, 2 points d'interrogation. C'est Donde qui a abordé à un moment là, qui a cité le mot tunnel. Bah, c'est un sujet qui revient très souvent dans leurs témoignages. Ouais. Qu'il y a des tunnels sous les villes, sous les écoles ou sous les maisons, avec des bases militaires, des laboratoires, des plus ou moins grands tunnels, voilà, avec des réseaux de transport en dessous, comme des trains. De la science-fiction. Allez, on va finir avec cette dernière. Non. Alors, Rachel Vaughan a des preuves de tunnels. Dans l'affaire de la maternelle McMartin, on a des preuves de tunnels, comme les enfants l'avaient dit. Non. Ah non.
Non, mais quand je dis la science-fiction, c'est ça nous paraît de la science-fiction tellement que Ah, c'est… ça peut paraître, mais en fait, la science-fiction, elle est là justement pour que les gens se disent ça, en fait. Mhm. Et il y en a qui le disent, puisque l'industrie du showbiz et de Hollywood et le showbiz en France aussi est complètement tenue par ces réseaux-là. Donc, quand ils font un truc, c'est aussi pour que les gens, ça les éloigne de soupçonner que ça existe vraiment. Et que le jour où on leur dit ça, ils vont te faire ouais, c'est ça, c'est de la science-fiction. Mais en réalité, franchement, jamais dans un film de science-fiction, ils oseraient montrer un quart de ce que peuvent raconter rien que les témoins de 50 voix là. Parce que c'est tellement dégueulasse et hallucinant que la science-fiction, elle pourra pas montrer ça aux gens. Oui. Je peux dire encore un truc? Je t'en prie, Santa. Je suis tout à fait d'accord que la réalité dépasse de très loin non seulement la science-fiction, on va dire carrément les films d'horreur. Mais, pour être quand même positif, je pense que ça vaut la peine de faire cet effort. Alors d'abord, il y a, je trouve, un devoir qu'on a envers tous les enfants qui sont, et les personnes qui sont mortes, les adultes, les enfants, les gens qui sont des victimes anonymes, même si elles sont plus là peut-être, mais je trouve que humainement, c'est important que voilà, on puisse dire, bah voilà, quelque part, d'âme à âme, on vous a vu, on sait, voilà, on est désolé, mais qu'il y ait une forme de reconnaissance de cette souffrance dans la conscience. Et puis, je dirais au niveau du travail personnel, de ce que ça peut nous apporter, parce que vous allez me dire, ouais, bah bon, c'est pas très cool, quel est l'intérêt d'aller se pencher sur des trucs aussi horribles? Euh, moi, je pense que justement, ça permet de reprendre le contrôle de sa vie, c'est-à-dire que à partir du moment où on arrive à faire l'effort de pouvoir voir en face des choses horribles, on peut les voir là, on peut les voir on peut voir aussi des choses qui sont peut-être pas jolies dans sa propre vie. Bon, on n'est pas tous des monstres à ce point-là, mais je veux dire, accepter de voir ça, c'est vraiment aussi un moyen de reprendre plus de contrôle sur sa vie, de devenir maître de sa vie personnelle, c'est-à-dire de ne pas être quelqu'un qui va aussi réagir, peut-être comme le monsieur, là, voilà, il y a du déni, on rejette, mais de savoir écouter les autres, de savoir intégrer les informations, de pouvoir agir, voilà, je dirais de manière responsable après. Donc, je veux dire, pour moi, il y a vraiment quelque chose de profond dans ce travail. C'est pas uniquement la dénonciation, il n'y a pas uniquement un travail extérieur qui est fait. Il y a quelque chose voilà, qui est profond au niveau personnel, mais qui est Oui, très parce que je difficile. pense que la conclusion de tout ça, c'est qu'à un moment, c'est nous qui sommes souverains, c'est à nous qu'il faut écouter individuellement avec nos valeurs d'humains. Et voilà, et quel que soit ce qui va se passer dans les années à venir, c'est ça qui doit nous guider et pas ce que ces gens-là vont nous dire. Voilà, aussi. Un grand merci, Santa Edande. Je me permets de lire un dernier commentaire parce que grâce à la communauté aussi on grandit. Rose qui nous dit: Akina, tu ne peux pas dire que l'inceste c'est de la pédophilie et que les abus rituels sont de la pédocriminalité. Les deux sont de la pédocriminalité. Merci beaucoup Rose pour ton commentaire. Ça nous permet de grandir et de prendre conscience que les termes sont aussi importants. Voilà, je rappelle donc évidemment vous pourrez retrouver tous les liens pour retrouver les travaux de Santa et Dande Bamos que je vous mettrai sous le site. Voilà, je ne vais pas vous les épeler verbalement, c'est pas forcément facile à noter. Merci vraiment à toute la communauté d'avoir été présente. Vous savez que le Front Médiatique, c'est un média 100% indépendant, 100% gratuit. On fait tout ça bénévolement. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir aussi. On a besoin de vous à travers de la visibilité, mais aussi à travers des dons. Parce que tout ça, on a besoin d'avoir des abonnements sur des studios virtuels, etc., des abonnements sur les réseaux sociaux pour pouvoir être présent, diffusé. Donc, on remercie les 7 abonnés qui nous soutiennent sur LiberaPay aussi, qui est une alternative à Tipeee, un logiciel libre. Voilà. Merci pour votre combat. Merci pour vos engagements réciproques. Merci à la communauté de s'intéresser à ces sujets-là. On était 200, 250 toute cette soirée. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de vues en replay, non pas pour avoir de la visibilité, mais au contraire pour protéger ces âmes, ces enfants, ces êtres qui sont les premiers à défendre parce qu'ils ne sont pas encore en capacité de se défendre eux-mêmes. Donc, merci pour votre optimisme. Gardons cette combativité, cet optimisme. Le combat se passe sur du long terme, donc gardons des forces pour pouvoir être endurants. Et j'espère qu'ensemble, on pourra évidemment réaborder le sujet avec vous. Et d'ailleurs, d'autres tables rondes auront lieu très
très prochainement sur la sexualisation des enfants avec des invités exceptionnels que vous connaissez. Pour l'instant, je ne donne pas de nom parce que rien n'est sûr. Mais en tout cas, voilà, on continue à informer sur le front médiatique, sur ces sujets qui nous touchent tous et qui malheureusement sont censurés des grands médias. Une très bonne soirée à toi, Santa. Merci beaucoup. Merci Akina, merci Dondé, et puis à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, Dondé. Merci encore. Et n'hésitez pas à aller voir son blog. Voilà, c'est un magnifique travail que fait Dondé, même d'ailleurs au-delà de la pédocriminalité. Belle soirée, la famille. Merci à vous de prendre ce temps-là sur ces sujets si difficiles. Gardons l'espoir et on est ensemble, on est une grande famille. Ciao, au revoir.